Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau. Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos. Et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont, du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs,
des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important, car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen. Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction? Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. Depuis des temps immémoriaux, la mer Rouge tient à distance l'Asie et l'Afrique. Elles sont assez proches pour se saluer, mais assez éloignées pour que tout passage exige une organisation rigoureuse. Des ferries assurent de la liaison, mais le moment est venu d'envisager mieux. C'est ainsi que les ingénieurs ont imaginé un méga-projet de tunnels et de ponts, destiné non seulement à relier les deux continents, mais aussi à transformer durablement toute la région. Il y a des millions d'années, la péninsule arabique s'est lentement détachée de l'Afrique, ouvrant une entaille d'eau que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge. Celle-ci est réputée pour ses eaux d'une limpidité cristalline, ainsi que pour ses récifs coralliens qui semblent avoir été peints par un artiste d'exception. Arrêtons-nous sur un point spécifique, le détroit de Tiran. Tous les navires à destination des ports du Nord doivent se glisser dans ce passage étroit et très fréquenté. D'un côté,
L'Égypte est la péninsule du Sinaï, âpre, dorée, ponctuée de stations balnéaires. De l'autre, l'Arabie Saoudite et la côte de Tabuk, où des collines désertiques viennent s'enfoncer dans une eau d'un bleu éclatant. Sur une carte, la distance paraît infime, presque comme si l'on avait omis de connecter deux points. Le détroit ne mesure qu'environ 13 km d'une péninsule à l'autre. Assez peu pour que, par temps clair, l'on distingue parfois la rive opposée. C'est ce goulet animé que les concepteurs souhaitent convertir en un axe direct routier et ferroviaire. Mais que cherchent-ils exactement à édifier? L'objectif est de créer un itinéraire continu entre la péninsule du Sinaï et la côte de Tabuk. Les ingénieurs hésitent encore entre un pont, un tunnel ou une solution mixte qui combinerait les deux. La difficulté se cache sous la surface. Près du rivage, le fond est suffisamment peu profond pour soutenir de solides colonnes, mais plus au large, il s'abaisse brusquement jusqu'à atteindre environ 270 mètres, comme une abrupte falaise sous-marine. Une telle profondeur exclut les appuis d'un pont classique. Le tracé doit donc épouser le relief, plutôt que d'imposer une forme unique sur toute la traversée. S'ils optaient pour un pont, les constructeurs poseraient sur le fond marin d'immenses tubes d'acier appelés caissons, que l'on peut comparer à de gigantesques seaux métalliques. Une fois en place, l'eau est évacuée afin que les équipes édifient à l'intérieur une base parfaitement sèche. Le béton transforme alors cet espace en piliers surgissant des profondeurs, et des grues flottantes déposent entre ces appuis de longues travées routières comme des pièces d'un puzzle. Cette méthode convient aux zones peu profondes, mais l'ancrage devient délicat en profondeur, à cause de la pression élevée, des sols meubles et de la forte houle. Les tunnels contournent cette difficulté en passant sous l'obstacle. Les équipes peuvent y envoyer des tunneliers, surnommés des vers, ou fabriquer à terre de vastes segments, de la taille d'un sous-marin, avant de les immerger à leur emplacement. C'est le procédé employé pour la liaison géante Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui démontre son efficacité même dans des eaux profondes et fréquentées. On pourrait regarder la carte et se dire « 13 km, ce n'est pas grand-chose ». Mais en réalité, l'entreprise n'a rien à voir avec le fait de jeter un énorme tronc par-dessus une rivière et d'y voir un pont. Voitures, bus et trains exigent de longues rampes progressives, sans pente brutale, dignes de montagnes russes. En ajoutant ces accès de part et d'autre, l'ensemble pourrait atteindre une trentaine de kilomètres, rejoignant ainsi le cercle des géants comme le pont-tunnel de Chesapeake Bay aux États-Unis ou la chaussée du roi Fahd entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn. Mais l'ampleur du projet et le fond marin capricieux ne sont pas les seuls obstacles. Le climat complique tout autant la tâche. Les températures dépassent fréquemment les 38 degrés. Le béton durcit trop vite, obligeant à le refroidir ou à travailler sur des plages horaires réduites. L'acier se dilate sous la chaleur, rendant les ajustements précis pénibles. Quant aux ouvriers, ils ne peuvent rester longtemps au soleil sans avoir l'impression de cuire sur place. À cela s'ajoute l'air salin de la mer Rouge, qui attaque le métal plus rapidement qu'on ne l'imagine, imposant des protections résistantes et des inspections régulières pour préserver l'ouvrage. Si ce projet reçoit l'autorisation, il faudra compter plusieurs années de travaux. Une comparaison éclairante serait le pont de l'Öresund, entre le Danemark et la Suède. Il ne mesure qu'environ 16 km et a pourtant nécessité près de 4 ans de chantier, dans un contexte bien plus favorable que celui de la mer Rouge. Vient ensuite la question du coût. Les premières estimations avoisinent les 4 milliards de dollars, mais ce montant ressemble davantage à un point de départ qu'à une facture définitive. Au moindre imprévu, la note grimpera presque inévitablement. Un autre enjeu mérite d'être évoqué. Juste sous la surface, le détroit de Tiran abrite des dauphins, des raies, des tortues marines et même des requins, dont de paisibles requins de récifs qui glissent comme s'ils veillaient sur les splendides coraux multicolores. Ces récifs ne sont pas de simples ornements. Ils figurent parmi les plus vigoureux de toute la mer Rouge. Les scientifiques soulignent que, dans certaines zones du Nord, les coraux supportent des températures plus élevées que beaucoup d'autres dans le monde, ce qui confère à ces récifs une valeur exceptionnelle en termes de résilience climatique. Cela signifie qu'une seule erreur pendant la construction pourrait charger l'eau de sédiments, et ce simple voile suffirait à étouffer les coraux, comme de la poussière sur une peinture fraîche. Il en va de même pour le bruit, le forage et le passage des navires. Les récifs ne peuvent pas s'éloigner lorsqu'ils sont importunés, contrairement aux poissons. Une fois abîmés, des décennies peuvent être nécessaires pour qu'ils se reconstituent, lorsqu'ils y parviennent. Pour limiter ces risques, les concepteurs doivent bâtir de manière à maintenir une eau aussi limpide et stable que possible.
Les zones de chantier pourraient être entourées de rideaux anti-sédiments pour empêcher leur dispersion. Les engins lourds devraient éviter les secteurs riches en coraux. Certains tronçons pourraient privilégier les tunnels plutôt que des piles afin de préserver le fond marin. Chaque choix doit s'accorder avec la cartographie sous-marine, et pas seulement terrestre. De plus, l'ensemble du projet exigerait la surveillance constante de scientifiques et d'inspecteurs, chargés de suivre la turbidité de l'eau et le comportement de la faune. Au moindre signe inquiétant, la seule attitude responsable consiste à ralentir ou à adapter la méthode, plutôt qu'à accélérer et laisser le récif en payer le prix. Mais si tout finissait par concorder, le bénéfice serait considérable. Aujourd'hui, si vous renoncez au ferry et restez sur la terre ferme, la géographie se montre impitoyable. Il faut contourner tout le nord de la mer Rouge, traverser plusieurs pays et parcourir plus de 1600 km, uniquement pour franchir une étendue d'eau qui ne mesure que quelques kilomètres, à son point le plus étroit. C'est comme faire le tour complet du pâté de maison, juste pour frapper chez son voisin. Une liaison permanente bouleverserait cette logique. Les temps de trajet diminueraient, les ports des deux rives deviendraient plus accessibles, et passer de l'Afrique à l'Asie en voiture semblerait soudain aussi banal que traverser un long pont autoroutier. Sans compter l'aspect le plus spectaculaire, qui serait la vue dans le cas d'une solution hybride. Vous débutez le trajet côté Sinaï, le désert dans le dos et la mer Rouge devant vous. Au lieu d'attendre dans une file pour le ferry, vous montez sur une rampe qui s'élève tandis que l'eau scintille au-dessous. La route s'enfonce ensuite dans un tunnel sous une voie maritime très fréquentée. Puis, en peu de temps, vous retrouvez la lumière de l'autre côté, désormais sur un continent différent. La version ferroviaire pourrait paraître encore plus fluide. Vous prenez place, les portes se ferment, et le train glisse vers la traversée sans ralentissement ni arrêt successif. Il pénètre dans sa propre section de tunnel, file silencieusement sous la mer, puis réapparaît côté asiatique avant même que vous n'ayez terminé de consulter votre fil d'actualité. Pour les touristes, cela signifierait davantage de stations balnéaires, plus d'escapades du week-end, et un nouveau saut continental appelé à devenir une expérience incontournable. Pour les camions de livraison, chaque heure gagnée se traduit en économie. Même les villes voisines en ressentiraient les effets, avec plus de visiteurs, plus d'échanges et des revenus accrus. Un tel lien ne se limite pas à connecter des terres. Il structure des économies, des ports maritimes et la vie quotidienne. C'est une immense opportunité, à condition que le monde sous-marin soit préservé.